Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La récupération des boîtes noires et de l'épave du Boeing à Sharm el-Sheikh prendra plus de temps que prévu. Elles ont été localisées dans une zone de 6 à 800 mètres de fond, trop loin pour le robot sous-marin Achille. Il faudra acheminer d'autres moyens. En France, la polémique continue à propos des charters. Nous verrons très concrètement comment ils sont contrôlés. Le gouvernement veut permettre aux clients des tours opérateurs de savoir à l'avance avec quelle compagnie ils vont voyager. Les deux premiers Français morts en Irak, ils ont été tués dans une embuscade de la guérilla. Il s'agit d'employés d'une entreprise de déminage basée dans le Var et qui travaillait pour les Américains. La justice fait son entrée dans le dossier de la légionellose. Une information judiciaire est ouverte. Roselyne Bachelot accuse l'usine pétrochimique Noroxo, principal foyer d'infection, d'avoir enfreint la réglementation. La loi de mobilisation pour l'emploi ciblera d'abord les entreprises. Jacques Chirac annonce une exonération de taxes professionnelles pour les investissements pendant 18 mois. Coût total, 1,5 milliard d'euros. En Grande-Bretagne, nouvelle tempête autour de la mort de Diana. Au moment où la justice ouvre une enquête, la presse révèle qu'elle accusait dans une lettre manuscrite le prince Charles de vouloir la tuer. Enfin, les soldes, coup d'envoi. Demain, dans la plupart des régions, les stocks sont au plus haut. On attend des rabais de 50% dès les premiers jours. On commence donc avec ces premiers résultats précis des recherches françaises au large de Sharm el-Sheikh. Il y a une bonne nouvelle. Le signal d'une boîte noire a permis de resserrer les opérations sur un périmètre de 500 mètres carrés environ. Et une moins bonne, je vous le disais, cette zone est finalement très profonde, entre 600 et 800 mètres. Il faudra donc acheminer d'autres moyens. Envoyés spéciaux Thierry Curtet, Emmanuel Beck. Sous le bruit des vagues, il l'entend. Le bip de l'une des deux boîtes noires. Faible, lointain, mais l'oreille entraînée du plongeur français détecte bien un signal ce matin. Les 6 hommes venus de Toulon sont restés de longues heures en mer. C'était la mission de la journée. Cerner la zone de recherche, la resserrer au maximum. On est passé d'un cercle de 1000 mètres à une zone de moins de 200 mètres carrés, mais ce n'est pas suffisant pour envoyer un robot. Aujourd'hui, on a continué les recherches déjà menées hier, donc on a toujours un signal, mais pas de localisation précise. En début d'après-midi, les plongeurs espèrent franchir une étape. Ils souhaitent déployer d'autres systèmes d'écoute pour croiser les relevés et localiser les boîtes noires. Le travail est difficile. La faiblesse de l'écho, mais pas seulement. Les bateaux, les hélicoptères censés interdire la zone sont les premiers perturbateurs. Voici ce que cela donne dans le casque du plongeur français. C'est difficile, surtout lorsque les bateaux s'approchent, on perd complètement le bruit et après pour le récupérer on met un certain nombre de temps. Il faut vraiment rester à plus de 1000 mètres. Après chaque relevé, il faut rentrer au port, reporter le tout sur des cartes. C'est seulement à ce moment-là que les plongeurs mesurent leur progrès. Et ce soir, une certaine forme de désillusion vient de s'abattre sur leurs épaules. La profondeur en ce moment approximative de la boîte noire est telle qu'avec les moyens actuellement sur zone, déployés par toutes les parties, il n'est pas possible de la retrouver et d'intervenir immédiatement. En fait, sur les 200 derniers mètres carrés à fouiller, la profondeur varie de 300 à plus de 1000 mètres. Or, les moyens actuellement sur place ne peuvent descendre sous les 400 mètres. Il faut donc rechercher et acheminer d'autres robots sous-marins plus performants. Autre envoyé spécial, Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc, vous nous direz dans un instant quelles sont les solutions envisagées. D'abord, on va voir que les recherches se poursuivent également en l'air, dans le ciel. On découvre ces images que vous nous avez envoyées avec Alexandre Delaval à bord de l'avion d'observation Breguet Atlantique. Un poste d'observation exceptionnel. C'est avant tout ce qu'est l'Atlantique. Dans les bulles vitrées de l'appareil, les observateurs doivent se relayer tant la concentration est intense. Scruter l'eau et ne laisser passer aucune piste, aucun débris. Sur les cartes aussi, il faut faire attention. Les eaux de la mer Rouge regorgent d'épaves, toutes recensées, plus une désormais. Cet avion de la Marine nationale va inlassablement survoler en zigzagant un grand carré de 2 km de côté, à 300 km/h et seulement 100 mètres d'altitude. Ces 14 membres d'équipage sont en relation permanente avec les navires de recherche. Parmi eux, les navires de la marine égyptienne, à bord desquels des militaires français ont aussi pris place. L'Atlantique abrite un équipement de détection très sophistiqué. Mais ce matin,
Lors du briefing avant décollage, son commandant restait prudent. À l'origine, cet avion n'est pas conçu pour détecter une épave. Cet équipement a été conçu pour détecter des sous-marins qui sont en plongée, puisque la mission première de l'Atlantique 2 est d'être un tueur de sous-marins. La portée de cet appareil varie en fonction de la masse métallique qui se trouve sous l'eau. En fait, c'est une espèce de très grande boussole. Mais cet après-midi, l'avion n'a pas pu isoler précisément la localisation de l'épave. En effet, les avions de ligne ont peu de parties métalliques, mais beaucoup de matériaux composites difficilement détectables. Mais dès demain, l'Atlantique devrait reprendre le large et affiner les recherches. Voilà, mais il y a donc ces premières indications. Loïc, est-ce que les Français sont certains que les boîtes noires se situent dans cette zone dont on parlait, entre 6 et 800 mètres de profondeur ? Oui, David, là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. On entend depuis hier très régulièrement le signal d'une des deux boîtes noires, mais on recueille très régulièrement les ultrasons qu'elle émet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, on a fonctionné pour retrouver ces boîtes noires par un système de trigonométrie, de recoupement. C'est ce qui a permis, comme vous le disait Thierry Curtet, de rétrécir le champ des recherches. Et aujourd'hui, cette zone de recherche représente environ grosso modo 1 hectare, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un terrain de football. Donc vous voyez que c'est une zone relativement petite, sauf que on est maintenant sûr que cette zone repose entre 600 et 800 mètres de profondeur, donc effectivement beaucoup trop profond pour le robot de la Marine nationale, et que de toute façon un robot sera absolument indispensable, car selon nos informations, les enquêteurs s'attendent à trouver malgré tout des débris extrêmement dispersés sur le fond de la mer en raison de la violence du choc lors du crash de l'appareil. Alors précisément Loïc, quel est le nouveau dispositif qui est à l'étude? Quels sont les moyens qui vont être acheminés et a-t-on une idée des délais? Alors sur les moyens, on est maintenant sûr que cela devront être des moyens civils. Il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé par les autorités françaises, mais le temps que cet appel d'offres soit formulé, qu'une entreprise y réponde et soit sélectionnée et qu'elle achemine ensuite son matériel ici à Sharm el-Sheikh, cela prendra au moins une semaine. Donc pas de robot pour aller récupérer les boîtes noires avant une semaine, mais pas d'inquiétude à avoir. Les piles et les batteries d'une boîte noire peuvent tenir largement plusieurs semaines au fond de la mer. Merci Loïc. On va voir précisément que l'enjeu est de taille, car rien n'est possible sans ces fameuses boîtes noires qui sont en réalité oranges. Comment fonctionnent-elles? Comment peuvent-elles résister à de tels chocs? Nicolas Châteauneuf. On les appelle boîtes noires, mais elles sont en fait oranges pour être repérées plus facilement. Dans ce boîtier de 7 kg, une coquille blindée renferme toute la mémoire d'un avion de ligne couché sur bande magnétique. Pour survivre aux conditions infernales d'un crash, une boîte noire peut théoriquement résister à une température de 1100 degrés pendant 30 minutes. À des chocs de plusieurs tonnes, elle peut aussi séjourner à 6000 mètres de profondeur sans dommage. Dans l'eau, la boîte noire dispose également d'une balise émettrice. C'est ce signal que les militaires français ont sans doute repéré au large de Sharm el-Sheikh. Mais ils doivent en détecter 2. Les avions de ligne disposent en effet de 2 boîtes noires distinctes et complémentaires situées à l'arrière de l'appareil pour de bonnes raisons. Cette position est la moins endommagée de l'épave. C'est-à-dire que non seulement la position est extrêmement favorable pour la résistance au choc, mais en plus de ça, si le choc est vraiment extrêmement violent et que les boîtes noires sont soumises à des décélérations importantes, leur coque blindée leur permettra de résister. Chaque boîte noire a un rôle précis. La première enregistre sur 30 minutes les dernières conversations des pilotes, du contrôle aérien et même l'ambiance sonore de la cabine. L'autre boîte, elle, enregistre sur 25 heures jusqu'à 450 paramètres de vol, vitesse, altitude, cap. Grâce à ces 2 boîtes, les enquêteurs peuvent élucider la plupart des accidents aériens, mais encore faut-il que celle-ci ait résisté au choc. Autre information livrée aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin se rendra dès demain à Sharm el-Sheikh. Il représentera la France aux cérémonies organisées à la mémoire des 148 victimes. Sur place, tout est déjà prêt pour accueillir les familles. Reportage Karine Komadzi, Alexandra Renard. Un hall bruyant, une atmosphère de vacances et des décorations de Noël. Rien de plus normal pour un hôtel de station balnéaire. Pas très conventionnel en revanche pour accueillir des familles en deuil. Bien sûr, on va enlever toutes ces décorations. On est là pour accueillir ces familles. Et bien sûr, c'est triste ce qui s'est passé et on va enlever tout ça. Demain soir, cet homme va héberger une centaine de familles de victimes françaises dans son établissement. Un hôtel proche de l'aéroport, loin de l'agitation du centre-ville où l'on a pensé à tout, ou presque. Vous allez laisser la musique? Non.
Voilà les chambres. C'est ici que les familles vont loger. On voulait quelque chose de calme et de relaxant pour eux, qu'ils se sentent bien. Car les familles des victimes vont affronter des moments difficiles jeudi. 2 cérémonies, l'une à terre avec les autorités françaises et égyptiennes, l'autre en mer, plus intime. Il est important dans ce type de situation que la douleur des familles soit respectée et que ces différentes cérémonies puissent se dérouler dans la dignité et le recueillement. D'une ville en effervescence médiatique et touristique, le représentant de la France en Égypte s'emploie à faire un lieu de recueillement au nom de ses compatriotes défunts. À Paris, une minute de silence a été observée par l'Assemblée nationale en hommage à ces victimes, hommage également au Sénat, mais l'heure est toujours aux interrogations sur ces compagnies de charter. On a appris que la licence de Flash Airlines, déjà suspendue par la Suisse, l'avait également été par la Pologne en 2002, avant d'être rétablie l'année suivante. À Paris, la Direction générale de l'aviation civile nous a ouvert ses portes. Voici l'endroit où est évaluée la fiabilité des appareils. Reportage Jacques Cardoz. Issue de secours, fermeture des portes, fuite éventuelle, équipement de navigation. Au total, une 50aine de points sont vérifiés lors des contrôles inopinés. De la licence du pilote à l'état de la cabine, 2500 appareils ont été vérifiés en 2003. À la Direction générale de l'aviation civile, on reconnaît que certains avions peuvent voler sans avoir été contrôlés. On ne peut pas dire a priori que tous les appareils rentrant en France sont forcément contrôlés à coup sûr, puisque c'est des contrôles aléatoires. Donc c'est tout à fait comparable à des contrôles de police. On ne peut pas estimer qu'on va être contrôlé à coup sûr. Ce qui veut dire qu'un appareil peut ne pas être contrôlé pendant plusieurs années. Je dirais qu'il n'y a pas d'assurance. Une fois le contrôle effectué, les informations arrivent ici au siège de la DGAC à Paris. Tout est rentré dans le système SAFA, un programme informatique auquel 41 pays sont reliés. Toutes les données sont consultables en permanence, mais certaines peuvent échapper à la vigilance d'un système qui repose uniquement sur des contrôles visuels. Et voilà, la 319. Si un appareil est au parking pendant 1 heure, 1h30, on va faire notre contrôle en une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça ne pourrait en aucun cas suffire à garantir la sécurité de l'appareil. C'est donc aux États que revient la responsabilité de leur flotte. Malgré tout, la DGAC peut imposer 3 niveaux de sanctions. En France, 2 compagnies sont interdites, l'une nord-coréenne, l'autre comorienne. Alors voilà pour les contrôles inopinés, et puis il y a les contrôles réguliers. Ils sont laissés à l'initiative du pays d'accueil des compagnies et opérés plus ou moins régulièrement. L'une de nos équipes a pu assister à une inspection d'un Boeing 737, le même type d'appareil donc que celui qui s'est abîmé en mer Rouge. Reportage Romuald Bonan, Frédéric Pasquette. Dans ce hangar monumental, 2 Boeing 737 passent leur grande visite. Ce rendez-vous tous les 18 mois avec les techniciens en maintenance aéronautique est imposé par le constructeur. Pour réparer l'avion, comme ici, une fissure sur la carlingue, mais aussi pour l'adapter aux nouvelles normes de sécurité. Par exemple, l'installation d'un système électronique anti-collision. Un travail de fourmi, d'une précision extrême. On fait le démontage de la cabine en repérant les pièces aux endroits où elles vont, de manière à pouvoir assurer le démontage, la révision des pièces si nécessaire et le remontage en bon ordre. Seules les boîtes noires, les systèmes électroniques ou encore les réacteurs sont vérifiés dans des entreprises spécialisées. Tout le reste, des volets sur l'aile, au train d'atterrissage, est réparé ici, pour que l'avion obtienne sa nouvelle certification de navigabilité en sortant des ateliers. La moindre anomalie constatée doit être corrigée. L'avion ne peut pas partir d'une base avec une panne hydraulique sur les commandes de vol. C'est formellement, on a un minimum d'équipement de sécurité pour voler, et un avion ne peut pas voler s'il n'a pas le minimum requis pour la sécurité. Pour intervenir sur les Boeing 737 venus du monde entier, cette entreprise a dû obtenir des agréments spécifiques du constructeur. Un travail de maintenance sous l'autorité de l'aviation civile. Nous sommes nous-mêmes audités 3 à 4 fois par an et nous avons des visites surprises de la DGAC environ 2 fois par mois. C'est dire le niveau de qualité du suivi qui est exercé par les autorités françaises à cet égard. Seulement voilà. Après avoir été auscultés sous toutes les coutures pendant les grandes visites, les appareils retournent vers leur propriétaire et cette fois, c'est parfois l'entretien au quotidien qui n'est pas toujours optimal.
Et à noter que la Commission européenne a ressorti son projet d'unification de l'espace aérien européen. La décision d'immobiliser un avion serait alors commune aux 15 et bientôt 25 pays de l'Union. En attendant, aucun signe de méfiance n'est, semble-t-il, perceptible chez les candidats au voyage. Il n'y a pas eu ou très peu d'annulations de réservations de touristes français vers l'Égypte, mais les clients demandent plus qu'avant à savoir sur quelle compagnie ils vont voyager. Djilali Belaïd, Diane Richard. Dans cette agence parisienne aujourd'hui, pas d'affolement, le client demande juste à être rassuré. Moi, ce que je demande, c'est que la compagnie soit sérieuse, qu'elle ne soit pas interdite de vol dans aucun pays dans le monde. La première chose que je vais demander, c'est s'il vous plaît, donnez-moi un avion qui est bien entretenu, pas du tout un vol, même si je dois payer un peu plus cher, pas du tout un vol charter. Cet après-midi, plus de 100 personnes sont passées dans cette agence et toujours les mêmes interrogations. La question qui revient le plus souvent, est-ce que c'est un charter? Est-ce que c'est la compagnie Flasher? Après le crash avec un mentionné charter, les gens demandent plus vol régulier. Quelle compagnie c'est? Ici, pas d'annulation de réservation, ni vers l'Égypte, ni vers aucune autre destination. L'activité est aussi bonne que l'année dernière. Cette semaine, on a eu à peu près une vingtaine de réservations, ce qui correspond aux chiffres de l'an dernier. Après le drame de Sharm el-Sheikh, pas de psychose, comme après un attentat, juste une inquiétude et surtout le désir de savoir avec quelle compagnie le client voyage. Et interrogé sur ce sujet tout à l'heure à l'Assemblée, le ministre des Transports Gilles de Robien s'est dit favorable à une meilleure information des voyageurs. On l'écoute. Vous savez que la loi du 13 juillet 92 est un peu vague. Et donc, il faut la compléter pour imposer la connaissance précise du transporteur aérien à l'usager. Et donc, tout Français qui recourt au service d'un tour opérateur doit savoir, au moment de l'achat, avec quelle compagnie aérienne il va voyager. Une dernière précision avant de refermer ce chapitre. Les catastrophes aériennes sont effroyables, mais trompeuses. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr avec le train. Stéphane Despinois. Le risque n'est pas forcément plus grand en altitude. En France, les statistiques prouvent même le contraire. Le ministère des Transports a recensé le nombre de victimes. En moyenne, chaque année, 35 passagers ont été tués en avion, 14 en train. Et sans surprise, la route est la principale cause d'accidents mortels, plus de 5000 automobilistes. Rapporté au nombre de passagers transportés, la proportion de tués est donc sans commune mesure avec la route. Est-il plus dangereux de monter à bord d'un charter que d'embarquer sur un vol régulier ? Difficile de l'établir car des compagnies dites charter font des vols réguliers et des grandes compagnies font des charters. Les mêmes règles s'imposent aux deux. Il y a une parfaite harmonisation au niveau des réglementations entre toutes les compagnies de l'Europe et que l'on soit compagnie charter, dite régulière ou low cost, nous sommes tenus et nous avons des comptes à rendre sur les mêmes obligations que toutes les compagnies au sein de l'Union. En 2002, l'Organisation de l'aviation civile internationale a recensé 14 accidents pour les compagnies régulières et 19 pour les vols qualifiés de charter. Mais en fait, le risque d'accident dépend moins du type de vol, charter ou pas, que de la stricte application des consignes de sécurité. Un mot encore de ces touristes français au Sénégal dont nous parlions hier, bloqués 36 heures à l'aéroport de Dakar en raison de l'annulation d'un vol charter. Et ils sont finalement rentrés à Paris très tôt ce matin. Beaucoup annoncent qu'ils vont exiger le remboursement de leur séjour. Autre actualité de cette journée, je vous le disais, les premiers morts français en Irak. 2 hommes tués par la guérilla terroriste, c'est ce qu'indiquent les Américains. Un 3e a été blessé. Tous travaillaient pour une entreprise de déminage basée dans le Var et qui est en contrat avec les Américains. Christian Autain. Les 3 Français circulaient hier après-midi en convoi sur cette autoroute près de Falloujah, à 50 km de Bagdad. Leur voiture tombe en panne. Soudain, un autre véhicule arrive à leur hauteur et ouvre le feu. 2 des hommes sont tués sur le coup et un 3e blessé. Selon ce général américain, ils ont été abattus par des terroristes. Ce soir, un des hommes a été identifié. C'est un salarié d'une entreprise française de déminage qui travaille sous contrat avec les Américains. La mission de Géomine en Irak était, si vous voulez, de détecter tout un couloir sous une ligne électrique pour voir si le sol renfermait des parties métalliques ou même des munitions de guerre. 12 de ces employés sont actuellement en Irak. Ils vont tous être rapatriés en France dans les prochains jours. Au total, plusieurs dizaines de Français séjournent actuellement dans le pays.
Mais selon le Quai d'Orsay, aucun d'entre eux n'est là à titre officiel. La légionellose maintenant, la justice s'en mêle. Suite au dépôt de plusieurs plaintes, une information judiciaire a été ouverte contre X. Mais quelques heures plus tôt, la ministre de l'écologie, Roselyne Bachelot, avait pointé du doigt l'entreprise pétrochimique Noroxo, seule source identifiée pour l'instant de l'épidémie. Noroxo n'a pas respecté la réglementation, dit-elle. Marianne Mas, Mathieu Birdel. Ce midi, le dossier légionellose a pris un tour plus politique. La ministre de l'écologie a annoncé qu'elle saisissait la justice. Pour Roselyne Bachelot, l'usine Noroxo avait connaissance dès la mi-octobre d'une contamination importante de ses installations par la bactérie Legionella, mais avait tardé à en avertir les autorités. L'entreprise a procédé au nettoyage et a ramené d'ailleurs le taux de contamination, a décontaminé son entreprise, mais néanmoins elle aurait dû nous le signaler, elle ne l'a pas fait. Nous avons donc signalé cela, transmis cette information au procureur. Une information qui a aussitôt circulé devant les grilles de Noroxo. Je viens d'apprendre que Mme Bachelot avait fait cette intervention par l'intermédiaire de France Info. Une intervention qui a encore rajouté à l'inquiétude ambiante. Elle manque beaucoup de prudence dans ses propos. On l'a pris plein la figure, comme depuis le début, depuis qu'on est incriminé, notamment les seuls. On est atterrés, quoi. On est dans une situation où maintenant les ministres vont sur le terrain pour dire « vous avez vu, nous on a du résultat ». Bon, le résultat c'est surtout, actuellement il faut absolument trouver des bonnes compréhensions de la légionelle, de son développement, de sa transmission, d'arrêter complètement l'épidémie et surtout de veiller dans les mois qui suivent à ce que ça ne se reproduise plus. Toute la journée, des experts sont encore venus inspecter le site. La direction de l'usine, toujours injoignable, a publié ce soir un communiqué pour s'expliquer. Au moment de la première décontamination en octobre, elle n'avait pas encore les résultats définitifs des analyses. Elle a simplement agi en préventif. Une direction qui aura de toute façon à répondre devant la justice. Hier, le parquet de Béthune a ouvert une information pour homicide et blessure involontaire. Justice encore en bref, dans l'affaire des meurtres du Grand Bornand, des analyses accréditent les aveux du tueur présumé, David Otia. Les douilles retrouvées dans le chalet correspondent à son pistolet. Rappelons que David Otia, mis en examen pour assassinat, était revenu ensuite sur ses premières déclarations, ses premiers aveux. Et puis on a appris il y a un peu plus d'une heure que le parquet a requis un non-lieu pour l'homme qui avait agressé à coups de couteau le maire de Paris, Bertrand Delanoë. Une expertise psychiatrique a conclu à l'irresponsabilité de l'accusé. C'est maintenant au juge de prendre sa décision. Le voile et la laïcité. Cette fois, on connaît le libellé de la loi annoncé par Jacques Chirac et qui sera discuté au mois de février à l'Assemblée. Elle comporte 3 articles, pas plus. Elle sera applicable à la prochaine rentrée scolaire. Florence Griffon, Émilie Lançon. Le Conseil d'État l'examine depuis hier. Ce soir, le projet de loi sur la laïcité n'est toujours pas public. D'après nos informations, il comprend bien 3 articles. Le premier est le plus important. Il stipule que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, les signes et tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse des élèves seront interdits. Le deuxième indique que la loi s'applique également à Wallis-et-Futuna, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Le troisième précise qu'elle entrera en vigueur à la rentrée prochaine. Ainsi, contrairement à certaines informations livrées par le ministère, Mayotte et La Réunion devront bien appliquer cette nouvelle loi. Ce qui va sans doute poser problème, car là-bas, le foulard est accepté dans les écoles. Une dérogation qui s'explique par la présence d'une forte communauté musulmane. À Mayotte, par exemple, 95% des habitants sont musulmans. Il est évident que c'est une loi est votée, et il faudra peut-être l'appliquer et on verra ou l'appliquer rigoureusement ou d'une manière beaucoup plus souple. Tout est faisable. Autre ambiguïté a priori levée, la loi concerne bien l'Alsace et le département de la Moselle. Pourtant, ils ne sont pas soumis à la loi de séparation des églises et de l'État pour des raisons historiques. Ce soir, à la sortie de leur entretien avec Jacques Chirac, les représentants des principales religions ont tenu à rester prudents. Ils attendent d'en savoir davantage, tant sur la loi que sur son application. Pour l'heure, ils présentent donc un front uni. Juste dire à mon cher ami le docteur Boubaker, comme on dit en hébreu, Mazal Tov. Voilà. Et un peu auparavant, lors d'une autre cérémonie des vœux, à celles qu'on appelle les forces vives de la nation, le président de la République a dévoilé quelques détails de la loi de mobilisation pour l'emploi qu'il avait annoncé le 31 décembre. Principale cible, les entreprises, avec une exonération de taxes professionnelles pour les investissements. Détails et réactions, Véronique Saint-Olive, André Issora. Monsieur le président de la République. Jacques Chirac au pas de charge.
Le chômage est la première préoccupation des Français. Alors devant un aréopage de patrons, de syndicalistes, de représentants d'associations, le chef de l'État a déployé ce matin l'arsenal 2004 pour la relance de l'emploi. Les signes de redressement se multiplient. Notre défi collectif pour les prochains mois, c'est de consolider et d'amplifier ce redémarrage économique pour qu'il se traduise par un recul durable du chômage. Mesure phare pour encourager les entreprises à l'embauche, la suppression immédiate de la taxe professionnelle sur leurs nouveaux investissements pendant 18 mois, dans l'attente d'une refonte totale du système. Faciliter la transmission des PME, poursuivre la baisse de l'impôt sur le revenu, la politique du gouvernement devrait inciter plutôt qu'assister. Mais le chef de l'État propose aussi l'augmentation du budget de la recherche, la construction accélérée des logements sociaux, bref, une mobilisation tous azimuts pour l'emploi. Réaction contrastée à chaud. Je pensais, moi, que chez Monsieur le Président de la République, il restait une volonté de l'État gaulienne, etc. On sent manifestement qu'il y a maintenant une tendance à aller vers, disons, au moins une partie des souhaits des employeurs. Les Françaises et les Français comprendront que l'accent qui a été mis sur les entreprises, sur les entrepreneurs, sur les petites et moyennes entreprises, soit de nature, en effet, à faire réussir mieux notre pays en termes de croissance et d'emploi. Mais sur le terrain, ce n'est pas aussi simple. Pour ce dirigeant d'une société d'archivage, tout dépendra de la reprise. Si, encore une fois, la reprise économique n'est pas confirmée, on ne sera pas incité à investir si derrière, on ne sent pas des clients. Ce dispositif de mobilisation pour l'emploi s'inscrira dans une loi. Elle sera discutée après concertation dans les prochains mois au Parlement. Et réaction de Didier Migaud pour le Parti socialiste, cette exonération de taxes est encore une promesse non financée, dit-il. L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté la loi Fillon sur la formation professionnelle et le dialogue social, qui crée notamment un droit individuel à la formation de 20 heures par an cumulables sur 6 ans, et le dispositif des civis, qui vont remplacer en partie les emplois jeunes. En ce qui concerne le volet dialogue social, le texte instaure le principe de l'accord majoritaire, autrement dit, la signature d'un seul syndicat ne suffira plus à valider un accord. Encore un mot de politique, Valéry Giscard d'Estaing l'a confirmé, à 78 ans, il sera bien candidat en mars prochain à sa propre succession à la tête de la région Auvergne, une présidence qu'il occupe depuis 1986. Nouvelle tempête en Grande-Bretagne autour de la mort de Diana. Au moment où la justice ouvre une enquête, la presse révèle le nom de l'homme que la princesse accusait d'intention de meurtre à son encontre dans une lettre manuscrite, une lettre rédigée 10 mois avant sa mort. Il s'agit de son époux, le prince Charles. À Londres, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Le nom du prince Charles lâché par les médias, et c'est toute l'obsession des Britanniques pour la mort de la princesse Diana qui, 6 ans et demi après l'accident du pont de l'Alma, remonte à la surface. Lui, c'est Paul Burrell, ancien majordome de la princesse de Galles. Il y a quelques mois, il a rendu publique une lettre écrite par Diana 10 mois avant sa mort, dans laquelle elle exprimait ses craintes d'être victime d'un attentat déguisé en accident. Je n'ai jamais eu l'intention de publier ce nom, je ne voulais pas qu'il soit connu. Mais le nom publié ce matin, c'est donc celui du prince Charles. Mon mari planifie un accident sur ma voiture qui lui laisserait la voie libre pour se remarier. Réalité ou divagation d'une jeune femme dépressive pour Mohamed Al-Fayed, père de Dodi Al-Fayed, le compagnon de Diana, mort lui aussi dans l'accident. Il n'y a aucun doute. C'est tout à fait clair, c'est un meurtre abominable. Je l'ai toujours dit dès le départ, la responsabilité vient du plus haut niveau de la famille royale. Face à ces allégations, Michael Burgess, le magistrat chargé des premières enquêtes officielles sur le sol britannique, a demandé l'aide de Scotland Yard. D'abord, évidemment, afin d'examiner les quelques 6000 pages du dossier de la justice française, pour qui l'accident était dû à l'ivresse du chauffeur et à la vitesse excessive de la voiture. Mais surtout, pour enquêter sur ces fameuses spéculations, ces thèses du complot d'assassinat qui, depuis plus de 6 ans, sans aucune preuve, reviennent régulièrement à la une de l'actualité. Alors, on vous retrouve en direct, Laurent Boussier. Bonsoir. Tout cela paraît extravagant. L'authenticité de cette lettre ne fait aucun doute, semble-t-il. Mais quel crédit peut-on apporter à ces accusations? Est-ce qu'elles sont vraiment prises au sérieux?
Oui, bonsoir David. Cette lettre, en fait, on la connaissait l'existence depuis plusieurs semaines. La nouveauté, c'est que le nom de Charles ait été publié, ce qui évidemment porte préjudice non seulement au prince de Galles, mais aussi à toute la famille royale. Alors, cette lettre est-elle crédible ? On peut en douter. Quand elle a été écrite en octobre 1996, la princesse Diana venait de divorcer 2 mois avant. Elle était, semble-t-il, fragilisée, dépressive et elle avait tendance à voir des complots un peu partout. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette lettre suscite autant de sentiments et cette lettre est ressentie par les Britanniques comme aussi forte. Comment est-il possible que 6 ans après cet accident, il y a encore un certain nombre de gens qui croient que le décès de la princesse de Galles est autre chose qu'un triste mais somme toute banal accident de la route sous le pont de l'Alma à Paris? Eh bien, la cause, c'est en grande partie Mohamed Al Fayed, le père de Dodi Al Fayed, qui depuis le début a lui dit que c'était un meurtre, que c'était un assassinat. Mohamed Al Fayed a déjà dépensé plus de 3 millions de livres, 4 300 000 euros en enquête privée et en frais de justice pour essayer de prouver que c'était un meurtre, sans pour l'instant aucun résultat et aucune preuve. Merci Laurent. L'étranger encore avec ses signes encourageants d'ouverture en Corée du Nord. La dernière dictature stalinienne déclare qu'elle va geler toutes ses installations nucléaires. Et pour la première fois depuis très longtemps, une délégation américaine que vous voyez ici, délégation non officielle, est attendue sur place. Elle pourra visiter un site nucléaire. Colin Powell parle ce soir de développement positif. En Chine, offensive générale contre la pneumopathie, le SRAS, et plus précisément contre les civettes, ces petits mammifères proches du chat, consommés par les amateurs de viande exotique. Elles sont soupçonnées de jouer le rôle de vecteur de l'épidémie. Une opération d'abattage massif a commencé aujourd'hui. Nos correspondants à Pékin, Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. Cette civette vit ses dernières heures. Les hommes l'ont condamnée à mort car il est prouvé qu'elle peut transmettre le virus du SRAS. L'abattage de ce curieux animal a commencé dans la province du Guangdong. 10 000 de ces civettes, qui faisaient l'honneur de la cuisine cantonaise, doivent être noyées dans des bains désinfectants et seront ensuite incinérées. Les Chinois avaient refusé cette campagne d'abattage il y a 6 mois car la civette fait marcher un commerce florissant. Ils ont dû finalement se ranger à cette idée et le marché aux animaux sauvages est à présent déserté. La police du Guangdong traque les commerçants qui transportent encore des civettes pour les écouler dans les restaurants, car l'animal se vend cher. Et avec cette campagne d'extermination, il deviendra une denrée de plus en plus rare, impossible à contrôler. C'est le danger. Mais l'autre danger, c'est de vouloir exterminer un animal que l'on sait porteur possible d'un virus qui peut alors se propager. Nous souhaitons nous assurer que les gens qui feront ce massacre veilleront à ce que l'environnement soit protégé et qu'il n'y aura pas de nouveau des risques de contamination et d'infection par le SRAS. La civette sert aujourd'hui de bouc émissaire, mais les responsables de l'Organisation mondiale de la santé estiment qu'elle n'est pas la seule à transporter le virus du SRAS et que les recherches doivent s'étendre aux autres animaux sauvages. En France, le coup d'envoi des soldes, c'est demain matin dans la plupart des régions. Les stocks sont au plus haut car l'automne a été très moyen en termes de chiffre d'affaires. On attend donc de très forts rabais dès les premiers jours. Virginie Tumortiki, Joseph Bachtik. Fermeture exceptionnelle pour cause de préparation de soldes. Les prix soldés ne pourront être affichés que demain, mais pour ne pas travailler cette nuit, ce commerçant a décidé de s'y mettre dès cet après-midi. Changement de vitrine, de prix et d'étiquette, tout est soumis à une réglementation précise. C'est la seule période de l'année où on a le droit de vendre à perte, donc il n'y a pas de prix minima. On peut vendre jusqu'à 0. Normalement, on doit solder que des produits qui étaient en magasin 1 mois avant le début des soldes. C'est pour protéger le consommateur contre des magasins qui achèteraient des produits à bas prix pour les vendre à bas prix. Ici, à Montpellier, il a fallu 4 jours de travail pour étiqueter 70 000 articles. La première semaine de solde est pour ce magasin la plus importante de l'année. Au niveau volume, on fait à peu près 10 fois ce qu'on peut faire sur une semaine classique. Bon. Les soldes d'hiver permettent aux magasins de textiles de réaliser en moyenne 15 à 20% de leur chiffre d'affaires annuel. Un rendez-vous commercial pour lequel on n'hésite pas à investir. Ici, 10 intérimaires ont été embauchés en renfort. Qu'est-ce que tu fais après? Je sais plus. Tu le barres, non? Et si les vendeurs se préparent, les acheteurs également. Je regarde et puis si ça me plaît, je reviendrai. Parce que là, j'ai repéré tout plein de choses et tout qui me plaisent. Je reviendrai jeudi. Et en attendant la foule, aujourd'hui, le parking est resté étrangement calme.
À propos de consommation, sachez que le plus grand centre commercial de France sera désormais fermé le dimanche. Décision de la Cour administrative d'appel de Marseille rendue aujourd'hui. Plan de campagne, c'est le nom de ce centre, devra donc respecter le congé dominical. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan sur place. C'était le rendez-vous à ne pas manquer. Il y a 2 jours, peut-être l'une des dernières ouvertures dominicales à Plan de campagne. Cette énorme zone commerciale, 200 hectares entre Marseille et Aix, et qui attire un monde fou chaque dimanche depuis 40 ans. C'était la sortie du dimanche en fait, des fois quand il faisait pas beau, tout ça. Pour ce qu'on leur donne de plus le dimanche en prime, c'est vraiment scandaleux de les faire travailler. Pourtant, aujourd'hui, ces 6000 employés de la zone sont inquiets. Le travail du dimanche demande des aménagements de la vie privée, mais c'est le gage d'un meilleur salaire. Moi je suis venu ici uniquement parce que je gagne bien le dimanche. Donc je travaille ici que pour ça, je viens de loin. Donc si demain on me dit les dimanches ça ferme, ça va me faire mal. La décision de la Cour administrative d'appel est lourde de conséquences. Le dimanche, c'est 30% du chiffre d'affaires à Plan de campagne. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on a grosso modo certainement 600-700 emplois dont on sera obligé de se séparer. Un argument qui ne tient pas la route pour cet homme, représentant des commerçants et artisans de la région. C'est son organisation qui a porté l'affaire devant la justice. C'était quand même tout à fait anormal qu'une zone commerciale située en périphérie de grandes villes puisse ouvrir le dimanche alors que le reste du département n'avait pas le droit d'ouvrir. Les commerçants de Plan de campagne vont intenter un recours qui n'est pas suspensif devant le Conseil d'État. Ils promettent en attendant de continuer à ouvrir le dimanche en bravant la loi et en encourant une amende de 7 600 € par employé et par jour d'infraction. L'espace maintenant avec les photos dont on rêvait, les premières en couleur de Mars prises par le robot américain Spirit. Première conclusion, la planète rouge est plutôt ocre avec des rochers bleutés. Sophie Mézel. Un désert rocailleux aux teintes flamboyantes et dont on voit les moindres détails. Ce sont les premières images couleurs fournies par le robot American Spirit. Une carte postale à la qualité jamais égalée. Selon la NASA, aucune des missions précédentes sur la planète rouge n'avait recueilli des clichés d'une telle résolution. Un bijou de technologie sur lequel ont planché des centaines de scientifiques et qui s'apparente à la précision de la vision humaine. Et on n'a pas fini de découvrir Mars. Son relief serait infiniment plus varié que celui de la Terre, avec des volcans, des geysers, des falaises ou des canyons aux proportions vertigineuses, comme sur ces images de synthèse. Mais la grande révolution, ce sera lorsque l'homme sera capable de faire le voyage. Et selon les scientifiques, les premiers vols habités sur Mars sont à portée de main, d'ici 30 ou 40 ans peut-être. Santé, alerte au soleil. Le cancer de la peau le plus répandu, le mélanome, est en très forte augmentation en France. C'est le résultat d'une étude scientifique publiée aujourd'hui. En cause principalement les séances de bronzage prolongées. Les enfants sont les premiers touchés. Laurence Decherve, Didier Rancoeur. Dépister un mélanome est aujourd'hui facile. Ce grain de beauté qui se transforme en cancer de la peau peut être mortel. Il est un petit peu plus rosé que les autres, mais c'est vraiment bien cohérent encore une fois avec vos autres. En 2000, 7200 nouveaux mélanomes ont été diagnostiqués et 1300 décès enregistrés. En France, depuis plus de 20 ans, c'est le cancer qui se développe le plus. Chaque année, plus 5,9% chez l'homme, plus 4,3% chez la femme. Un grain de beauté qui change d'aspect doit devenir suspect. Mieux vaut donc s'auto-examiner. S'il commence à prendre des bords irréguliers, comme une carte géographique qui ressemble à aucun autre grain de beauté qu'on a sur le corps, il est tout à fait différent des autres grains de beauté, des bords irréguliers et des couleurs multiples, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Les responsables, les rayons ultraviolets, notamment dans la petite enfance. Une sensibilité qui diffère d'un individu à l'autre. Les personnes qui ont une peau claire, avec des taches de rousseur et beaucoup de grains de beauté, sont particulièrement sensibles au soleil et susceptibles de développer des mélanomes. Ce sont ces personnes-là qui doivent se protéger en priorité. Seule solution, s'abriter du soleil. T-shirt pour les peaux les plus sensibles ou crème protectrice pour les autres. Le bronzage artificiel, lui, est à proscrire selon les médecins. Quant à la prochaine journée de dépistage gratuit du mélanome, elle aura lieu le 6 mai prochain. Le patrimoine à vendre, grotte préhistorique en Dordogne, prix 1 million d'euros. C'est la petite annonce passée par un propriétaire privé. Il est âgé de 76 ans, il veut passer la main. Mais l'État ne souhaite pas se porter acquéreur. Le prix est trop élevé. Sur place, David Bazier, Bernard Bonnard. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la grotte. À côté, tête de bison.
l'œil, les cornes. Description des gravures sur les parois. 35 ans qu'Ernest Paluzano fait le guide depuis qu'il est propriétaire de la grotte du Sorcier. Un joyau de l'art Cro-Magnon, monument historique classé, désormais à vendre. 1 million d'euros. Pour 1 million d'euros, une simple pancarte devant la grotte. À 76 ans, l'ancien agriculteur passionné de préhistoire se dit fatigué de guider 10 000 visiteurs par an. Ah, j'avais acheté ça il y a 34 ans. On l'a tout retapé, je me suis crevé à travailler. Mais maintenant, on ne peut plus. Hein. Le Sorcier est l'une des rares représentations de tête humaine par l'homme de Cro-Magnon. L'État officieusement aimerait acheter, mais trouve le prix mirobolant. On ne vend ça ou pas du tout. Pour la vendre à ce prix-là, c'est qu'on en a besoin de la vendre parce qu'il y a des dettes déjà. On parle d'un Anglais fortuné. S'il achète, comme tout propriétaire privé de monuments historiques, il devra s'engager à protéger le site. Ernest Paluzano, même riche d'un trésor digne d'Ali Baba, vivra toujours près de sa caverne, dans sa petite maison. Cinéma maintenant, Mathieu Kassovitz à l'assaut des États-Unis. Gothika qui sort demain sur les écrans est son premier film américain, une grosse production, mélange de thriller et de films fantastiques avec Halle Berry dans le rôle principal, Pascal Deschamps, Michel Levasseur. Comment faire confiance à quelqu'un qui vous croit folle? C'est la question que va bientôt devoir se poser le Dr Gray, Halle Berry, lorsqu'après un mystérieux accident de voiture, elle se retrouve à son tour internée, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là. Depuis quand je suis ici? 3 jours. Je veux parler à mon mari. Doug est mort. Vous l'avez tué. Une psychiatre internée avec ses malades d'hier, le scénario de ce thriller cauchemardesque est arrivé un beau matin par courrier chez Mathieu Kassovitz. Joel Silver, le producteur de Matrix, avait craqué sur les rivières pourpres. Un casting de rêve et les moyens d'Hollywood, ça ne se refuse pas. Si tu es metteur en scène, il faut aller essayer ton métier, ton artisanat, dans le pays où on fabrique les plus gros films. Enfin, c'est idiot de ne pas le faire, de ne pas essayer. Et puis, il ne faut pas en avoir peur. Enfin, le mec, il m'a toujours dit, fais ton film, fais-le bien, fais-nous peur, et puis on se reverra plus tard. Un Frenchie à Hollywood, ça n'est pas rien. Halle Berry, récemment oscarisé, parle encore avec émotion de ce petit bonhomme venu d'ailleurs, qui a tout de même su imposer ses idées. Le fait qu'il soit français a certainement contribué à donner au film un ton, une saveur inattendue dans ce genre de film. Il y avait une fille. Thriller efficace, Gothika a cartonné aux États-Unis. Cette fille. C'est impossible. Elle est morte il y a 4 ans. Ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est soit un combat contre les Américains, c'est-à-dire faire un truc tout prix, on s'en fout des Américains, soit aller se vendre aux Américains. Et je pense que le juste milieu, il est de travailler avec les Américains, sans le contrôle des Américains. Mathieu Kassovitz voudrait profiter de son succès là-bas pour développer des coproductions franco-américaines, sans perdre son âme. Un projet ambitieux dans un contexte délicat. Sport en bref, la 6e étape du Dakar, toujours au Maroc. Vainqueur catégorie auto, Hiroshi Masuoka, qui prend du coup la première place devant Peter Hansel. En catégorie moto, c'est l'Espagnol Roma qui l'a emporté. Au classement général, Pujol toujours devant. Football, on connaît les affiches des 16e de finale de la Coupe de France. Un choc, Marseille-PSG, comme l'an dernier. Ce sera à la fin du mois au Stade Vélodrome. Autre match entre clubs de Ligue 1, Auxerre, Montpellier, Nice, Toulouse. Ou encore pour les petits poussets, Bayonne-Bordeaux et Plabennec, CFA2 face à Amiens. Pour terminer, sachez que 2003 a été une année sombre pour la liberté de la presse. Selon le bilan annuel de Reporters sans frontières, 42 journalistes ont été tués, 17 de plus que l'an dernier. Une pensée pour nos confrères Frédéric Nérac, disparu en Irak, toujours porté disparu, et Jean Hélène, tué à Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Patrice Drevet, 20h55, un film chinois aux 4 Oscars, Tigre et Dragon. 1h moins le quart, dernier journal, Laurence Piquet. On se quitte sur ces images du défilé des rois mages en Espagne et à Alicante. L'épiphanie est célébrée aujourd'hui et non pas un dimanche comme en France. Et elle a beaucoup d'importance là-bas, puisque c'est à cette date que les cadeaux sont traditionnellement échangés. À demain.